La vision, le mantra de l'entreprise, c'est prendre soin de la communauté de clients qui nous emploient et de nos collaborateurs. Finalement, on est un acteur de la santé. On aide les gens à avoir le moins de difficultés financières le jour où ils ont un pépin de santé. Et ça, c'est quelque chose qui engage les collaborateurs. Le fait de s'assurer de prendre soin de nos clients. Mon job, c'est de permettre à la population de s'informer avec de l'information juste et vérifiée. C'est aussi de permettre à notre communauté d'adhérents, de clients, de pouvoir se soigner avec la sécurité financière puisqu'ils ont contribué à la mutuelle. Bonjour Bénédicte. Bonjour Alexandra. Je suis ravie de te recevoir. Bienvenue dans cet épisode. On va, comme d'habitude, parler de ton parcours, mais aussi de l'industrie dans laquelle tu as particulièrement exercé, celui d'aujourd'hui, comprendre un peu les différentes évolutions de ta vie et mieux découvrir aussi un certain nombre d'étapes par lesquelles tu es passée. Donc, on commence, comme d'habitude, par une petite présentation de qui tu es et quel est ton parcours. Ça marche. Donc bonjour, je suis Bénédicte Vincent, j'ai 42 ans. Je suis maman de 2 jeunes enfants en début d'adolescence, on va dire. Je travaille aujourd'hui en tant que directrice de la transformation digitale pour une mutuelle santé de la région et qui a des perspectives nationales. Et j'ai travaillé 14 ans dans les médias, dans un groupe de presse de la région. Après avoir fait une école de commerce ici à Lille. En fait, à la base, je ne suis pas lilloise, mais je suis tombée amoureuse de la région et je suis restée. J'ai cherché du travail ici. Donc d'abord en conseil en organisation. Ok. Et puis, une opportunité au sein de La Voix du Nord m'a fait rencontrer le directeur de la publicité à l'époque qui cherchait quelqu'un qui avait à la fois une appétence commerciale et une appétence orga pour travailler dans ses équipes sur l'évolution d'un certain nombre de sujets. Et c'est comme ça que je suis rentrée à La Voix du Nord. J'ai eu l'impression d'être ce bouton à 5 pattes qui cherchait, et j'ai bien fait, puisque donc j'y suis restée 14 ans. On va dire la plus grosse expérience aujourd'hui de mon parcours professionnel. Oui, 14 ans, ça risque d'être sûrement la plus grande, en tout cas celle qui aura marqué en tout cas un bon bout de ta carrière. T'es arrivée à La Voix du Nord, c'était en quelle année ? Eh bien, en 2009. Ok. Voilà, juste avant, donc moi j'avais été consultante en système d'information et en orga. J'ai fait un petit peu de recrutement dans ce métier-là. Et puis voilà, Voix du Nord. Donc juste après la crise. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu es arrivé à un moment, en plus 2009, où il commence à y avoir un certain nombre quand même de signaux dans la presse où il faut justement des nouvelles têtes, j'imagine, qui viennent un peu réfléchir à cette stratégie, non ? Bah oui, alors moi, j'ai jamais connu les âges d'or de la presse. Je suis arrivée vraiment juste après. 2008, c'était compliqué pour l'intégralité du monde économique. Ouais, bien sûr. Et davantage, effectivement, pour le secteur des médias. Et donc, j'ai toujours travaillé, finalement, dans un secteur, alors, j'ai pas envie de dire en déclin, parce que c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, qui avait besoin en transfo permanente, qui avait besoin de se réinventer, avec un chiffre d'affaires tout de même et des recettes publicitaires qui baissaient sans arrêt. Ouais. Donc la réinvention de modèles économiques, le fait de retravailler à la fois nos sources de chiffre d'affaires, mais aussi travailler nos coûts. Et c'est quelque chose qui était assez nouveau dans le média, puisque c'était assez florissant, enfin ça a été florissant pendant longtemps. Donc la question des effectifs, de l'organisation n'avait pas toujours été un sujet. Bien sûr. Et à partir du moment où je suis arrivée, j'ai travaillé tout de suite sur ce genre de problématiques. Et tu étais très jeune, tu es arrivée quand même très jeune dans ce groupe avec quand même une sacrée responsabilité, j'ai envie de dire. Alors, qui a grandi au fur et à mesure. Oui, je mais me doute que tu n'es pas arrivée tout de suite avec... Quand je suis arrivée, donc le directeur de la publicité, donc à la base, La Voix du Nord, c'était une entreprise avec tous les services intégrés au sein de La Voix du Nord. Et donc, j'ai intégré un service qui est donc la direction de la publicité. Et il y a eu un échange et j'ai envie de dire un fit tout de suite avec le directeur de l'époque, qui a eu envie à la base, oui, il me recrutait juste pour faire la gestion de projet. Et à l'issue d'un rapport d'étonnement que je lui avais transmis quelques mois après mon arrivée,
j'ai mis en place, j'ai pointé beaucoup de sujets sur lesquels on pouvait travailler. Et là, il m'a un peu confié les clés du camion en disant, OK, tu as détecté qu'il y avait un sujet sur l'offre produit, on va travailler dessus. Tu as détecté qu'il y avait un sujet sur la trésorerie, comment on fait pour que nos clients, donc c'était du B2B, nous payent plus vite. Comme tu as détecté qu'il y avait un sujet au niveau de l'organisation commerciale, comment on bosse dessus. Et du coup, il m'a confié beaucoup de sujets très vite assez intéressants et j'ai travaillé avec tous les métiers de l'entreprise. Donc ça, c'était une vraie chance parce que parfois, dans les entreprises, on est assez siloté. Et là, moi, j'ai travaillé avec notre organe industriel, donc ceux qui fabriquent le journal papier. J'ai travaillé avec la finance, j'ai travaillé avec le marketing. Donc, très, très intéressant. Et voilà, ça, c'est les tout débuts. On va dire, ça faisait à peu près un an et demi que j'étais là. Changement de stratégie globale au niveau du groupe, puisque la Voix du Nord appartient à un groupe belge, le groupe Rossel. Tout à fait. Et donc, il y a plein d'autres médias et plein d'autres entités. Et le directeur en France de l'époque décide de faire du digital l'affaire de tous. Quand je suis arrivée, la direction digitale, c'était une filiale complètement à part qui vivait sa petite vie, qui avait développé des sites d'annonces, qui contribuait au développement du site pour la marque La Voix du Nord. Et à ce moment-là, le directeur général décide de finalement diluer les compétences et les équipes de ce service annexe et les intégrer au sein de toutes les entités. Okay. Et donc là qu'on me dit, Bénédicte, puisque tu sais faire la gestion de projet, puisque tu as envie de faire bouger les lignes, on te propose de récupérer les équipes digitales sur la partie business. Donc les sites d'annonces et le développement du chiffre d'affaires digital sur le site éditorial. Voilà, de fil en aiguille, j'ai développé ces parties business-là. Et en parallèle, le groupe a grandi et donc a fait l'acquisition de journaux dans d'autres régions, donc le Courrier Picard, l'Union, l'Est Éclair, et puis après Paris-Normandie beaucoup plus tard. Et donc à chaque fois, je suis intervenue en transverse sur ces entités-là, sur la partie publicitaire, donc réorganisation des équipes commerciales, synergie sur les outils, etc. Et développement des revenus publicitaires sur la partie digitale. Et donc à avec chaque cette fois, on y de mettant concentration. La patte, j'ai envie de dire, de la voix sur tous ces rachats. Alors oui et non, et ça c'est un exercice d'équilibriste parce que il y a la patte, puisqu'effectivement côté Voix du Nord, par exemple, on a déjà changé tous les systèmes d'information pour la pub, donc là on duplique. Bien sûr. On ne va pas réinventer la roue, on fait exactement le même métier. Mais il y a toujours des petites spécificités locales, par exemple la composition du portefeuille client. À Lille, on a beaucoup de grosses entreprises, donc il y a plus de comptes clés. Dans certaines régions, comme en Picardie, c'est des comptes plus petits. Donc comment on adapte l'organisation commerciale locale, on va dire comment on décline une stratégie un peu globale avec des mécanismes locaux. Ça, pas toujours évident de faire comprendre que c'est pas le grand méchant, la Voix du Nord, qui arrive avec toutes ces idées préconçues. Et donc, ça m'a amené à développer un certain nombre de projets au sein du groupe, mais effectivement en mode matriciel, donc avec, on va dire, l'input du groupe et puis les directions locales. Voilà, globalement. Et au bout de 14 ans, c'est quoi ton poste à la fin de ces 14 ans ? Alors, à la fin de ces 4 ans, le groupe... c'est 14 ans, on va dire. Au bout de 10 ans, le groupe, et là, c'est plutôt l'actionnaire en Belgique, qui décide de concentrer la partie publicité et là, d'en faire une filiale. Et de se dire, il y a des vrais enjeux au niveau de la publicité print, mais aussi digitale. Il faut que cette entité sorte du giron, globalement, des éditeurs et puisse développer aussi d'autres sources de business. Et donc avoir un petit peu d'autonomie et aussi travailler un peu le modèle économique des revenus publicitaires dans le groupe. Et donc là, on crée une entité qui s'appelle Rossel Advertising et qui devient l'entité publicitaire du groupe Rossel. Et j'en ai pris la direction à un moment. Et donc l'objectif, c'était de faire un maximum de concentration sur les fonctions dites support et derrière d'avoir une harmonisation dans nos offres, notre démarche très portée autour du conseil en communication
au sein des différentes entités du groupe, tout en gardant effectivement le côté local et bien comprendre aussi le tissu régional. Voilà, donc mon dernier poste, c'était ça. Je dirigeais l'entité Rossel Advertising pour le groupe en France. Et sans indiscrétion, qu'est-ce qui fait qu'on arrête au bout de 14 ans ? Déjà, la vie perso, 14 ans, 40 ans. Bon, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que je travaillerai toute ma vie dans cette boîte ? C'était une possibilité, j'y ai beaucoup réfléchi. Soit je pars maintenant en me disant, je suis très, très curieuse de plein de secteurs d'activité. J'avais aussi envie de découvrir d'autres environnements. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment. D'abord donc personnel par rapport à mon âge, ma situation familiale avec des enfants qui grandissent, et aussi le moment clé de la presse où finalement, je l'ai un petit peu dit, mais le côté matriciel de notre affaire avec le local et on va dire le national m'a fait vivre beaucoup d'injonctions contradictoires dans le cadre de mon quotidien. Donc j'avais à la fois une ligne directrice relativement claire de la part de l'actionnaire et puis une direction un petit peu, on va dire un peu ambivalente en local, ce qui, moi, me heurtait un peu, parce que j'ai toujours travaillé avec cette espèce de sentiment d'urgence. Passionnée par le secteur des médias, par l'information, par le rôle que les journalistes ont dans notre société, et encore plus aujourd'hui quand on voit le désengagement des lecteurs. J'avais du mal à supporter qu'on puisse perdre du temps et beaucoup d'énergie sur des discussions politiques plus annexes, on va dire, en tout cas dans ton quotidien. Et donc, à un moment, je me suis dit, finalement, le groupe est devenu trop gros et mon impact est trop complexe. Ouais, ok. Donc, envie de retrouver quelque chose où je peux être impactante sur une cellule plus petite. Et comment on fait pour passer de la presse à la mutuelle ? Parce que mine de rien, moi je l'ai expérimenté il y a pas longtemps, 9 ans aussi dans un secteur. En fait, j'ai l'impression qu'en France, on est vite catalogué, on est vite mis dans des cases. Est-ce que ça a été facile de changer de secteur ? Alors, je confirme qu'en France, on est vite catalogué. Quand je suis rentrée à la Voix du Nord, j'avais demandé conseil à une amie qui était dans le monde du recrutement et qui m'avait dit « Mais jamais, va pas dans les médias, la Voix du Nord, c'est hyper ringard ». Et c'est vraiment dommage que les gens aient cette image-là, parce que c'est une entreprise et un groupe de presse passionnant, où il y a une innovation, produit, réflexion, des méthodes de travail, moi, qui m'ont passionnée pendant ces 14 ans. Je ne me suis jamais ennuyée. Et donc... beaucoup, peut-être très méconnu finalement, et toi tu as vécu finalement l'innovation, tu l'as vu, l'adaptation d'un secteur qui est en bouleversement, tu l'as vécu. Tout à fait. Et parfois bien plus tôt que d'autres secteurs. Par exemple, le secteur bancaire, ça fait 4 ans qu'ils se posent la question de leur digitalisation, alors que la presse, ça fait 20 ans. Ouais. Donc franchement, j'ai appris des choses et j'ai eu la chance d'être dans une entreprise, on va dire, pas trop cadré, pas trop normé, pour pouvoir finalement avoir un terrain de jeu expérimenté, tester, ouais. Et ça, je trouve que ça a énormément de valeur sur le marché. Bien sûr. Mais quand les recruteurs cherchent des gens, et là on est quand même dans une région très portée sur le retail, si on n'a pas fait toute sa carrière dans le retail, ça ne marche pas. Donc, je savais que de toute façon, il y avait un certain nombre d'activités ou de secteurs d'activité qui ne fonctionneraient pas pour moi. En tout cas, pas... par la voie classique. Par la voie classique. Et puis, là, c'est plutôt... un peu l'histoire et puis le réseau. Le patron de cette mutuelle-là est quelqu'un qui était dans le même cercle professionnel que moi, enfin à côté. Donc on échangeait souvent sur nos façons de voir le business, notre façon de travailler, et on s'est dit qu'on fonctionnerait certainement très bien ensemble. Et lui avait un besoin de transformer son entreprise sur un certain nombre de fondamentaux. Et donc voilà. Il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui a tes compétences, toi tu as envie de voir autre chose, est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble ? Ça s'est fait de manière assez naturelle et fluide, et voilà, ça fait aussi partie des opportunités professionnelles. Bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le réseau très classique du recrutement marche moyennement, et que j'ai l'impression que tout le monde passe beaucoup par la cooptation, et heureusement que ça existe, parce que finalement, c'est parce que les gens nous connaissent et savent très bien que ce qu'on a mis en place dans certaines structures peuvent fonctionner dans d'autres, mais
Je trouve que voilà, il y a encore beaucoup de travail dans la tête de nos recruteurs classiques, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et c'est vrai que ça marche peut-être pour des postes, on va dire, de middle management, Oui, non, mais dès qu'on arrive à un certain niveau en entreprise, et ben en fait, oui, c'est par le réseau. Ouais, bien De sûr. toute façon, il n'y a pas de... Et est-ce que tu vois beaucoup de différences finalement dans ton quotidien quand tu passes de la presse à la mutuelle? Est-ce que finalement, ce que tu as vu pendant toutes ces années, ça te permet aussi de te nourrir? Ou est-ce que tout est nouveau et c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça te permet de te réinventer? Alors justement, je reviens d'une matinée chez un de nos partenaires qui nous accompagnent dans les transformations que je mène. Et j'étais avec des gens de secteurs d'activité hyper différents et des boîtes de grosse taille de la région. Et je me suis rendu compte en discutant avec eux que finalement, j'avais intégré une entreprise où il y a un ADN très similaire au groupe dans lequel j'étais juste avant. À une possibilité de s'inventer, de créer son job et de créer des opportunités qui est assez similaire. Et je sais que c'est quelque chose dont moi j'ai besoin. Si on me donne une fiche de poste, une mission et que je ne peux pas finalement un peu en sortir, voilà, je ne m'amuse pas. Et donc là, j'ai vraiment trouvé ça dans ma société actuelle, qui reste une toute petite boîte, donc, puisqu'on est à peu près 170 collaborateurs, par rapport à un groupe où, à la fin, quand je suis partie, on était à peu près 4000. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi, de pouvoir me dire, finalement, je travaille tous les jours avec les mêmes personnes, et on a nos projets, ils sont vraiment imbriqués, et on travaille vraiment main dans la main sur la transformation de cette entreprise-là. Il n'y a plus de matriciel, c'est du direct. Ouais, c'est ça. Voilà, on est 8 au comité de direction, on se voit quasiment tous les jours. C'est aussi très intéressant de découvrir ce niveau, on va dire, d'entreprise. Et ça change beaucoup de passer de 4000 à 170, justement, personnes, dans ton quotidien? C'est une très bonne question. Alors, d'une certaine manière, non, parce qu'on ne travaille pas avec 4000 personnes tout le temps. Donc, la direction de la publicité que je gérais, donc on était 200 à la fin quand je suis partie. Donc, j'avais plus ou moins 200 collaborateurs sous ma responsabilité. Là, j'en ai 12. Donc, oui, mon quotidien, à titre perso, n'a plus rien à voir. J'avais des déplacements dans tous les sens. Là, je suis localisée à 5 minutes d'ici. Donc, ça, on va dire, ça change sans trop changer. Mais dans la fluidité des messages, dans la capacité de faire passer des directives, de définir les objectifs ensemble, c'est quand même beaucoup plus simple quand l'entreprise elle est centralisée et qu'elle est à taille relativement humaine. Et manager 200 personnes, ça a été complexe. Est-ce que tu as vu aussi cette évolution dans le collaborateur, dans l'implication? On en parle beaucoup. De cette évolution aussi un peu du mindset du collaborateur aujourd'hui par rapport à sa vision du travail. Est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi? Oui, je l'ai ressenti parce que quand je suis arrivée à la Voie du Nord, j'ai plus en tête la moyenne d'âge à l'époque, mais c'était quand même une entreprise avec beaucoup de seniorité. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'avais, oui, peut-être 25 ans. J'étais vraiment, vraiment la plus jeune. Et quand on commence à digitaliser les métiers, on fait rentrer dans l'entreprise beaucoup de profils jeunes et qui vivent avec finalement ces deux mondes qui s'imbriquent. Et ça, moi, j'ai adoré. Faire rentrer des nouveaux mindsets, des gens qui ont des ADN hyper différents et qui doivent collaborer avec des collaborateurs qui, eux, ont une vraie expertise sur leur métier. En fait, c'est hyper riche de pouvoir travailler de mailler vraiment ces deux types de populations. C'est très intéressant. Je ne sais pas, par exemple, si j'aurais pu ou si je pourrais travailler dans une boîte où tout le monde a le même profil, où c'est que des petits jeunes qu'en veulent, parce que déjà moi-même, je ne suis plus une petite jeune. Donc voilà, ce côté vraiment expérience du métier et nouvelle façon de penser, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très, très riche et je l'ai vraiment vu. Oui, avec effectivement des façons de travailler, des sujets qui engage plus ou moins les collaborateurs. Mais dans tous les cas, il y a un truc qui ne change pas et qui ne changera jamais, c'est que si on donne du sens,
si on explique pourquoi on fait les choses et comment chaque individu dans l'entreprise est un rouage de cette vision, ça, c'est universel et je pense que ça fonctionnera toujours. Même s'il y a du télétravail, même s'il y a un peu moins d'engagement en tant que tel pour les collaborateurs par rapport à un projet d'entreprise, s'ils le comprennent et s'ils adhèrent, ils y vont. Et donc ça, je pense que ça change pas trop. Mais c'est vrai que, par exemple, donner du sens, c'est plus simple quand on a moins de collaborateurs. Bah, bien sûr. Et par rapport à ta question des 200 collaborateurs, ça fait aussi peut-être partie des raisons pour lesquelles j'ai souhaité partir, c'est qu'à un moment, pour moi, à titre perso, c'était devenu trop gros. Ouais. J'avais entre 10 et 15 collaborateurs directement sous ma responsabilité, avec des profils très différents. Des directeurs commerciaux, des directeurs digitaux, une directrice marketing, et l'animation de tout le monde. C'est pas le même quotidien, c'est pas justement, tu n'as pas les mêmes raisons pour lesquelles tu te lèves le matin. Exactement. C'est pas les mêmes objectifs. Il y a le day-to-day, comment je m'assure de faire du chiffre d'affaires aujourd'hui et comment je m'assure pour délivrer un projet sur 8 mois. Moi, à la fin, je savais plus trop où donner de la tête. Et j'étais pas satisfaite de moi-même parce que j'arrivais pas à être sur tous les fronts. C'était quand même assez ambitieux. Et là, pour le coup, de revenir sur une équipe de 12 personnes qui est déjà, je trouve, super, pour le coup, ça te permet justement d'avoir ce temps, en tout cas dans la manière dont tu veux manager les équipes, ça te permet d'être beaucoup plus en phase avec ce que tu veux faire. Oui, et finalement, c'est une équipe qui poursuit exactement les mêmes objectifs. Oui, exactement. Et donc ça, c'est beaucoup ça, le plus changement. Facile à gérer. Parce que, effectivement, précédemment, le directeur commercial, lui, veut pouvoir faire son chiffre, mais il est embêté parce qu'au marketing, ils n'ont pas sorti la bonne offre. Et puis... et puis lui, il pense que de toute façon, c'est lui qui rapporte les sous dans la boîte. Donc, pourquoi on me met des bâtons dans les roues ? D'un autre côté, ceux qui sont sur le digital, de toute façon, si le produit ne marche pas, tu peux toujours essayer de vendre, tu n'y arriveras pas. Enfin, donc, effectivement, chacun roule un peu à la fin pour le même objectif. C'est pour faire marcher l'entreprise, mais avec un quotidien qui n'est pas du tout le même. Oui. Voilà, et être le chef d'orchestre de tout ça, parce que finalement, ça restait une direction très opérationnelle. Je pense que c'est encore différent quand on est au step au-dessus, où on voit tout ça de loin, mais moi, j'étais très impliquée humainement, physiquement, sur tout ça. Mais tu sais, pour le coup, là, c'est le 13e épisode, je crois, que j'enregistre, et je rencontre beaucoup de DG qui me disent la même chose, c'est qu'il y a un moment, en fait, on ne peut pas porter non plus, en plus, tous les problèmes du quotidien de chacun. Et j'avais reçu Romain, qui est lui plutôt côté neurosciences et qui accompagne les DG et qui disait on s'est un peu trompé à un moment avec ce développement du bien-être, à vouloir déplacer le bien-être en fait, de chacun dans l'entreprise. Sauf qu'il y a un moment, en fait, tu peux pas tout mélanger. Et déjà, le principal objectif du DG, c'est de pouvoir te payer à la fin du mois. Si tu es heureux, c'est bien. Mais il y a un moment, il ne faut pas se tromper non plus de combat. Et c'est vrai que là, quand je rencontre des gens dans le cadre de ce podcast, tu te rends compte qu'il y a aussi un peu parfois une solitude dans l'accompagnement et dans ce management-là parce que tu ne peux pas régler tous les problèmes de chacun parce qu'il y a tout ce qui concerne le taf, mais pas que. Et c'est ça où j'imagine que quand en plus tu as 200 personnes, tu multiplies encore plus les problèmes des uns et des autres, quoi. C'est tout à fait vrai. Alors moi, je suis assez alignée avec ce sujet où aujourd'hui, on en demande trop à l'entreprise. Effectivement, l'entreprise, son job, c'est potentiellement de te permettre de te développer intellectuellement et aussi de faire en sorte de payer tes factures à la fin du mois parce que tu lui as rendu un service. Un service, bien sûr. Mais voilà, donc toutes les entreprises qui sont très concentrées sur le bien-être au travail, je pense que c'est un faux débat parce qu'à partir du moment où on engage nos collaborateurs en leur donnant un sens sur pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi ils passent leur journée dans ce travail-là, c'est déjà canon. Oui, on est d'accord. D'être content à la fin de la journée du travail qu'on a fait. On n'a pas besoin d'avoir un baby-foot ou des jeux vidéo. Ouais, moi, j'ai même tendance à penser que plus l'entreprise va communiquer sur le bien-être, plus l'entreprise va te dire c'est génial de venir bosser, je suis great place to work ou tout ce que tu veux, plus il faut peut-être se poser des questions parce que l'entreprise qui l'est vraiment, elle n'a pas forcément besoin de le dire. Exactement. Et typiquement, si je reprends l'analogie de chez Aérocell, c'était pas vraiment un sujet et moi ça me convenait bien. Donc en fait on avait des projets très engageants et on était engagés dans nos missions.
Mais après, effectivement, plus on manage de personnes et plus on développe, on peut être confronté à des problématiques aussi bien sûr. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'ambition, je voudrais faire ça dans la vie. Moi, j'ai envie, mais là, si tu me mets en difficulté, je pense que je ne vais pas y arriver. Comment tu m'accompagnes? Et là, j'ai un gros problème personnel. Comment tu m'aides à gérer Il y a un moment, on peut pas être manager sauveur. Donc ça, je l'ai... Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et c'est pas toujours évident parce que je peux avoir une personnalité où du coup je vais me mettre un peu dans ma carapace en me disant bon allez j'essaie de me couper de toutes les problématiques du monde parce que je vais pas tout révolutionner et tout sauver, mais en même temps ça fait partie quand même on a envie de le faire. On a envie de le faire, et une entreprise c'est un organe vivant composé d'êtres humains, donc si c'est malade à un endroit ça va gangréner ailleurs, donc cet équilibre tout le temps entre je m'assure que tout le monde est à l'aise et a les bons moyens de faire son job, et puis ça déroule, on va dire globalement, c'est un travail, c'est aussi passionnant, mais c'est pas facile. Et là aujourd'hui tu travailles donc dans une mutuelle qui est donc qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Il y a une nouvelle terminologie sur les mutuelles, non? C'est je sais plus. Bon, bref. En tout cas, il y a de toute façon, par nature, quelque chose qui dit que c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est une entreprise dans laquelle c'est plutôt... il fait bon travailler, en tout cas. Oui. Et tu confirmes que c'est le cas? Ça joue ou pas Alors, la vision, le mantra de l'entreprise, c'est prendre soin de la communauté de clients qui nous emploient et de nos collaborateurs. Donc le prendre soin, il est hyper important, parce que finalement, on est un acteur de la santé, on aide les gens à avoir le moins de difficultés financières le jour où ils ont un pépin de santé. Et ça, c'est quelque chose qui engage les collaborateurs, le fait de s'assurer de prendre soin de nos clients. Et toujours dans l'analogie de mon parcours précédent, il y avait aussi ce côté mission. On travaille dans une entreprise. Ah, entreprise à mission, c'est ça? Oui. Voilà. En fait, c'est donc, ça. Il y a une vraie mission. Mon job, c'est de permettre à la population de s'informer avec de l'information juste et vérifiée. Et là, c'est aussi de permettre à notre communauté d'adhérents, de clients, de pouvoir se soigner avec la sécurité financière, puisqu'ils ont contribué à la mutuelle. Bien sûr. Et je trouve que c'est important. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a toujours été important de travailler dans une entreprise qui a du sens, entre guillemets, pour le monde. Alors, mais oui, et c'est quelque chose qui est très fort dans l'entreprise. Et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles tu as accepté cette bascule, j'ai envie de dire. Et pour le coup, quand on s'occupe de la transfo digitale, je ne dis pas de bêtises, en 2025, ça veut dire quoi finalement pour des structures comme celle-là? Parce que on pourrait penser que la transfo digitale, elle est derrière nous, en tout cas bien avancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire assurer une meilleure digitalisation de tout le parcours? De tout le parcours, à la fois pour le client et pour le collaborateur. Ouais. Le M comme mutuelle vient on va dire, c'est un spin-off d'une grande mutuelle de la région, et a déjà vécu finalement sa transformation il y a plus de 10 ans, avec donc le fait d'être, on va dire, de sortir d'un grand groupe et de se réinventer à la fois en expérience interne et aussi sur le marché. Et donc, il y a déjà une grosse transformation côté commercial. Tout à fait. Où on a développé un tunnel de vente. C'était assez nouveau à l'époque de pouvoir permettre aux clients, qu'ils soient individuels ou certaines entreprises, de pouvoir contracter une mutuelle en ligne de A à Z tout seul. Donc ça, c'était un caractère assez novateur pour le monde des mutuelles. Cette partie de l'activité est bien en place. Oui, c'est ça. Et mon job aujourd'hui, donc en 2025, c'est de travailler tout l'arrière. C'est OK, on arrive à acquérir facilement des clients parce qu'on n'a aucune rupture de la partie prospection jusqu'à la partie contractualisation. Mais derrière, moi, quand je suis client, comment on s'assure de me permettre de vivre une expérience la plus fluide possible dans mes remboursements de santé. Okay. Et ça,
sur le secteur Ouais. de mutuelle et assurance, c'est des réflexions qui sont encore toutes nouvelles et qui ne sont pas forcément bien adressées. Donc, comment Ok, on s'assure donc c'est d'avoir les sur bons cette outils? partie-là. Ouais, c'est vraiment, on va dire, j'ai envie de dire plus back-office. Ouais. Comment on prend soin de nos clients en leur permettant d'avoir leur remboursement le plus vite possible avec Le plus le rapide moins de possible. stress dans la façon de les demander. Parce que c'est une des raisons pour laquelle on va changer une mutuelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de churn dans... Oui. Ah ouais? Alors effectivement, le monde de la mutuelle, si on regarde le prix, c'est quand même... d'abord, c'est compliqué de comparer les En fait, tu différentes peux jamais mutuelles. comparer Et c'est fait parce exprès. que, mais carrément, tu compares jamais la même chose. Tu prends ton ancienne mutuelle, ta nouvelle, tu dis, mais en fait, on compare pas la même chose. Non, et donc ce qu'on va comparer, c'est l'expérience qu'on va vivre justement. C'est le jour où j'ai un pépin de santé. Est-ce que on aura pris soin de moi dans ma façon de me rembourser? Donc la rapidité, la prise en charge financière, etc. Et là où on va beaucoup travailler aujourd'hui, c'est sur la partie effectivement fidélisation. Qu'est-ce qui ferait qu'un client aurait envie de rester chez nous? Ok, il a été convenablement remboursé par rapport à sa perception de ses dépenses mensuelles et de ce qu'il a dû débourser quand il a eu un pépin de santé. Mais aussi, est-ce que quand il est chez nous, il vit une expérience plus fluide que s'il était parti à la concurrence? Donc oui, on voit quand même que sur on va dire le milieu de portefeuille, enfin les 25-55 ans, il y a beaucoup de churn et les gens comparent leurs mutuelles. Donc après, ça dépend aussi si les contrats collectifs. Ben oui, c'est ce que j'allais dire, voilà. parce qu'en plus, il y a eu cette révolution, j'ai envie de dire, Oui. dans les mutuelles quand c'est devenu un peu des contrats collectifs. Tout à fait. Et les entreprises changent elles-mêmes beaucoup. Elles ne changent pas beaucoup, mais quand elles changent, elles vont être exigeantes. Ah bah, et puis elles changent avec une volumétrie en plus. Exactement. Donc derrière, nous, on doit s'assurer de rendre le service qu'elles attendent, parce que finalement, c'est des appels d'offres. Hein, Bien sûr. Une entreprise cherche une mutuelle, donc le prix, évidemment, ça va être un facteur hyper important. Donc et la couverture de leurs collaborateurs. Et derrière, c'est aussi comment leurs collaborateurs vont vivre leur mutuelle, puisque eux, il y a aussi des organes internes où ils peuvent s'exprimer en disant là, on n'est pas du tout content ni des remboursements, ni de la façon dont ça se passe. Et donc, nous, on a intérêt, si on veut garder les clients le plus longtemps possible, c'est derrière leur offrir un service. Ouais, donc les strates, en fait, les strates d'entreprise dans ce secteur-là, elles évoluent aussi en fonction un peu de l'évolution du comportement du consommateur et aussi, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, du collectif, puisqu'il y a aussi toute cette donnée-là qui est rentrée en compte, quoi. Tout à fait. Mais on a... les clients aujourd'hui, c'est des consommateurs, ils viennent picorer une mutuelle, bien sûr. Ils sont contents du service, c'est bien, pas bien. Un an après, ils vont comparer. Aujourd'hui, il y a eu des lois sur le fait de pouvoir rompre ces contrats en anticipation. Tout à fait. Ils vont ailleurs, ils reviennent. Donc voilà, c'est assez difficile aujourd'hui de capter longtemps des clients si on n'a pas un niveau de service irréprochable derrière. Il n'y a pas eu beaucoup de lobby finalement de la part des mutuelles vis-à-vis de... Parce que j'ai l'impression que vous avez été quand même pas mal... en tout cas, vous n'avez pas été épargné par toutes les lois qui sont passées. Non, et c'est pas fini. Donc, c'est vrai. Oui, donc effectivement, c'est un vrai sujet parce que le déport du budget entre la sécurité sociale et les mutuelles, voilà, c'est un équilibre économique un peu à réinventer. À titre personnel, moi, ça me passionne quand justement on est dans un équilibre qui est en train de se fragiliser parce qu'il y a eu des années un petit peu dorées et que maintenant, finalement, il faut réfléchir à quelle est la meilleure organisation à mettre en place pour avoir cette souplesse. Si on vient acquérir des nouveaux clients, par exemple une grosse entreprise, comment on fait pour absorber la volumétrie de collaborateurs en un temps record? Comment on fait pour, finalement, pour se poser les bonnes questions pour avoir une structure suffisamment agile et flexible s'il y a des contraintes nationales, s'il y a une évolution dans les budgets de la sécurité sociale, comment nous, on s'assure d'être une éponge finalement et de les absorber. Donc en plus, tu as quand même pas mal d'agilité et tu peux avoir même des perspectives et puis entre-temps, il faut qu'elles changent parce qu'il y a des lois qui vont arriver, qui vous changent un peu la donne à venir, quoi.
Alors oui, mais alors j'ai tellement eu l'habitude d'évoluer dans un Oui, monde. mais maintenant je vois bien, tu vois le parallèle. Et il y en a un, mais le secteur de la publicité digitale, allez, tous les 6 mois, il y avait un sujet qui venait complètement casser notre modèle économique, où il fallait se réinventer sans arrêt. Google qui change ses règles bien sans sûr, arrêt. Enfin, bien sûr. Donc c'est ce côté agilité d'esprit en disant mince, il y a un impondérable exogène qui arrive et nous on va devoir se mobiliser pour le prendre de plein fouet. Finalement j'ai tellement été biberonnée à ça que là aujourd'hui quand il y a des évolutions, on va pas dire que ça te fait pas peur, mais en tout cas tu sais assez vite rebondir. Je pense, oui. Ouais. Et finalement, est-ce que la taille de l'entreprise, tu parlais de 170 collaborateurs, est une chance parce que justement cette agilité, elle est sûrement plus facile que sur des très gros groupes. Et en même temps, le fait qu'on soit sur des contrats collectifs qui parfois sont très lourds, peuvent parfois vous desservir sur certains appels d'offres ou pas forcément ? Alors oui, mais après, c'est pas forcément non plus ce qu'on cherche. Justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu cet équilibre, de se dire, ben voilà, nous, on veut conserver un portefeuille de clients relativement stable. Ça va passer par du collectif, mais aussi vraiment bien travailler l'individuel, qui est quelque chose d'important pour nous. Et le fait d'être dans une entreprise à cette taille-là, ça permet, je trouve, une rapidité dans la prise de décision assez intéressante. Enfin, il n'y a pas une grosse strate managériale. Si la direction générale elle prend une décision, globalement, avant que les collaborateurs l'entendent, il se passe quelques heures, quelques jours. Enfin, voilà, ça va très vite dans la descente de l'information. Ça va pas forcément très vite non plus en revanche, dans la mise en place, parce que le poids du quotidien, c'est un métier quand même de gestion. Ben oui. Donc le poids du quotidien est assez lourd par rapport au mode projet. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter. Pour le coup, moi, ça, c'est assez nouveau et assez intéressant. Et du coup, j'ai perdu un peu le fil de ta question. Par rapport à la taille de l'entreprise, où tu disais que malgré tout, ça permet d'être agile et flexible, malgré le fait que tu aies une grosse volumétrie quand même je vais traduire ça en admin, mais en gestion quotidienne. Mais... par exemple, si demain, on voulait rentrer une entreprise de 3000 collaborateurs, il faudra se poser les bonnes questions pour pouvoir absorber la charge de travail que ça représente. Mais typiquement, il y a des parties qu'on peut externaliser facilement et ça a déjà été éprouvé. D'accord. Et finalement, ces dernières années, on a fait beaucoup... il y a les collaborateurs en place en interne et on a fait appel à des sociétés de prestations qui, quand il y a des pics d'activité, peuvent nous aider. Et si finalement l'activité, elle tend à grossir, on sait aussi réinternaliser certains sujets. D'accord. Donc voilà, on a cette capacité de flexibilité qui est importante. Et l'IA dans le domaine des mutuelles, je sais que c'est un sujet très complexe puisque finalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a quand même pas mal de groupes qui sont en train de créer leur propre système pour justement mettre aucune info de données perso, en tout cas dans des IA, on va dire, qu'on connaît. C'est aussi un sujet dans cette transfo digitale d'intégrer un peu d'IA ? Ah oui, tout à fait. Alors, on a un gros sujet de justement sur la partie respect et sécurité des données. Ça, c'est vraiment des guidelines très, très fortes chez nous, puisqu'on manipule des données de santé. Bien Donc, sûr. il est hors de question qu'il y ait des fuites à l'extérieur. Et côté sécurité, cybersécurité, on est quand même très, très sérieux sur le sujet. Et donc, l'IA, oui, mais l'IA avec dans un réseau très, très fermé. Donc on a des projets dessus. Oui, c'est ça, c'est des réseaux très très fermés sur lesquels vous allez tout bloquer, quoi. Ah oui, la fuite des données, c'est impossible dans notre secteur d'activité. Donc là, on y travaille, mais par exemple, on a un sujet en ce moment sur la partie base de connaissances, parce que en termes de process, de procédures, de normes santé, d'informations de la sécurité sociale, on manipule un nombre d'informations très très importantes, et les collaborateurs qui sont en ligne avec nos clients, les gestionnaires qui font des remboursements, peuvent pas tout savoir. Ben évidemment. Et donc là, on est en train de rationaliser. On avait une base de données de 3000 documents accessibles aux collaborateurs. Et donc, évidemment, personne ne piochait dedans. Les collaborateurs préféraient demander à leurs collègues. Donc là, l'idée, ça serait qu'ils puissent en temps réel poser leurs questions et d'avoir la réponse.
Voilà, donc là c'est vraiment le projet du moment qui avance bien. Oui, et qui sera déjà, j'imagine, d'une aide capitale justement pour cette réactivité de pouvoir donner la réponse aux clients rapidement. Et justement, tu parlais de cybersécurité. Moi, si je dis pas de bêtises, je pense que j'étais dans une mutuelle il y a 2 ans qui nous a annoncé qu'ils avaient été victimes de cybersécurité. J'ai l'impression que j'entendais une émission la dernière fois qui disait que la question n'est plus de savoir si un jour ça va nous arriver, mais quand, puisqu'il semblerait que toutes les données... Alors, je ne parle pas forcément de données de santé, mais de données plus larges. Oui, les données bancaires. Voilà, de données plus larges. C'est un sujet qui est complexe aujourd'hui à gérer chez vous, cette cybersécurité. Alors, je peux pas dire je ne dirais pas qu'elle n'est pas complexe. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils et d'accompagnement sur le marché pour aider les entreprises sur le sujet. On se fait attaquer sans arrêt. On a des logiciels qui viennent analyser, donc on sait exactement combien on a d'attaques par jour. Enfin, en tout cas, de tentatives d'attaque. Et combien on en a déjoué. Donc, c'est assez fulgurant. Et donc, l'idée, c'est de bien s'armer. On a un budget sur le sujet qui est quand même assez important. Et qui grandit, j'imagine, d'année en année, en fait. Oui. Ah bah, il a doublé en 3 ans. Et ça, tu as une idée de... parce que c'est sûrement pas la bonne réflexion à avoir, mais une mutuelle, par exemple, concurrente se fait hacker, ça vous permet potentiellement de récupérer des clients? Ah bah, évidemment. Je pense que personne n'a envie de voir ses données de santé diffusées et exploitées. Et donc, la probabilité que ces clients-là partent de leur mutuelle, elle est assez évidente. Et comme on est plus ou moins obligé d'avoir une mutuelle, et Non, mais c'est horrible de dire ça, mais j'imagine que dans ces cas-là, ça explique d'autant plus le budget qu'on va mettre dans la cybersécurité pour, en tout cas, garantir un maximum à ses clients que ça n'arrivera pas, ou en tout cas, on l'espère. Oui. Mais c'est un secteur d'activité qui est quand même très accompagné. Oui. D'un point de vue, sur quel domaine Justement, sur à la fois les logiciels, il y a beaucoup de cabinets de conseil en cybersécurité qui accompagnent tout ce qui est banque assurance. Donc, Ok, ouais. Mais c'est vrai que c'est des sujets, je ne sais pas si ça fait partie de tes missions dans la transfo. Oui, c'est dans mon périmètre ton périmètre aussi, de responsabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le budget qu'on alloue est de plus en plus important. Et je ne vais pas dire que je n'ai même pas besoin de le négocier avec la direction générale, mais en tout cas, parce que c'est un... Tu sais que c'est de toute façon, il faut le faire. En fait, si on a un souci de ce côté-là, demain, effectivement, on risque de perdre des clients. Dans mon entreprise précédente, il y a eu des sujets de cybersécurité. Les problématiques n'ont pas été la fuite de données, mais ont été le crash complet d'outils informatiques. Oui, aussi, tout à fait. Donc, quand on ne sait plus utiliser un logiciel parce qu'il a été piraté et qu'on n'est plus capable d'envoyer les factures à nos clients, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, oui, on rigole pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise et aucun secteur d'activité qui est épargné. On est d'accord, c'est ce que je te disais. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on est d'autant plus sur des secteurs où on est sur des données plus que sensibles. Tout à fait. Et justement, tu parlais un peu d'une anecdote, mais tu as des anecdotes comme ça dans ton parcours qui t'ont particulièrement marqué parce que ça a dû générer en toi une force que tu ne soupçonnais pas, ou à l'inverse, des anecdotes plutôt drôles qui t'ont permis, je sais pas, de t'en souvenir et tu dis ça, je m'en rappellerai particulièrement de ce moment-là. Alors, c'est une expérience qui finalement a été assez clé dans mon parcours. J'étais en année de césure en école de commerce dans une entreprise qui n'existe plus vraiment, mais chez Siemens Mobile, qui faisait des téléphones portables à l'époque. J'étais côté marketing, et j'avais à la fois la partie marketing produit et communication. Et on a eu un gros souci sur un téléphone qui créait des grosses interférences et qui pouvait être dangereux pour le cerveau. Et bien là, j'ai participé au projet de la com. Qu'est-ce qu'on écrit? Comment on rapatrie nos téléphones? Com de crise. Et j'ai adoré le côté c'est la cata. Il faut qu'on converge tous vers une solution de manière hyper rapide. Et c'est là où je me suis dit, en fait, le mode projet, le mode urgence, c'est quelque chose que j'aime.
et où assez vite, j'arrive à avoir les idées claires et je peux dérouler la suite. Donc finalement, j'étais venue pour, on va dire, contribuer sur la partie communication et on m'a confié le pilotage de ce projet-là. Wow. Et là, je me suis dit, c'est tout, j'ai trouvé ma vocation. Je vais faire en sorte de toujours travailler sur la partie mode projet. Donc, on va dire que chez toi, il y a un côté, tu sais garder les pieds sur terre sur une urgence et ne pas partir en panique, c'est la cata, tu vois, comme tu peux avoir certaines personnes qui vont d'abord complètement paniquer pendant 48 heures, alors qu'en fait, c'est les 48 heures pendant lesquelles il faut agir, quoi. Tout à fait. Et du coup, des moments comme ça, j'en ai eu plein. Des anecdotes où quand on fabrique un journal, on a l'imprimerie. Et raccroché à l'imprimerie, il y a ce qu'on appelait à l'époque le pré-presse. Donc, ce sont des ouvriers du livre qui conçoivent les publicités et qui les insèrent dans le journal. Et quand on est à la publicité, les pubs qu'on a vendues, il faut qu'elles paraissent dans le journal. Bien sûr. Et quand ce service-là décide de ne plus travailler, et donc de se mettre en grève, qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille? Qu'est-ce qu'on dit aux clients qui ont payé leur publicité? Comment on les replace dans le journal? Parce qu'un journal a des emplacements publicitaires fermés. Enfin, c'est pas à l'infini. Donc, si on n'a pas pu faire paraître une pub le jour J, comment on la fait paraître le lendemain avec tout ce que ça peut impliquer? Des moments de grève, j'en ai vécu régulièrement. Mais c'est vrai que pour le coup, ça, on n'en a pas parlé, mais quand tu travailles dans un groupe de 4000 personnes, obligatoirement, il y a des syndicats et donc aussi des moments de joie. Oui, c'est des moments intenses, on va dire. Mais tu as vécu beaucoup de moments de grève comme ça qui t'ont mis dans... Alors beaucoup, j'en sais rien, mais oui, il y en avait qui t'ont mis en tout cas en difficulté. En difficulté, on va dire tous les 2 ans à peu près. Ah ouais. Mais finalement, à la fin, on est rodé parce que c'est toujours sur le même sujet, c'est toujours sur le même périmètre d'activité. Donc c'est marrant quand on voit les gens qui le vivent pour la première fois. On dit ça on sait faire. Moi je vais te donner mes tableaux, voilà comment on fait d'habitude. Le process à la fin il est assez rodé, mais je vais pas dire que c'est quelque chose qui m'excite parce que je préférais qu'il n'y ait pas de grève. Oui. Non, mais en tout cas c'est des moments qui me dérangent pas et tu sais faire. Que je sais faire. Oui. Mais je vais pas me faire des amis, mais t'es prête pour la SNCF. Mais peut-être. En tout cas, j'aime bien ce secteur d'activité. Mais c'est vrai que pour le coup, oui, c'est... Moi, tu vois, je connais pas la très grande entreprise, donc c'est des moments, je les vis en tant que client, mais je les vis pas en tant que collaborateur. Et c'est vrai que ça doit être quand même impactant dans ton quotidien que de vivre aussi dans des grandes structures où il y a plein de bonnes choses. Parce qu'on parle souvent des grandes structures. Moi, quand je travaillais en école de commerce, les étudiants, ils adoraient les grandes structures parce qu'il y a plein d'avantages. Certes, il y a d'autres choses. Donc, c'est vrai que pour le coup, moi, je connais pas, tu vois, ce quotidien aussi où tu vas vivre parfois le matin et tu arrives à... il y a une partie de l'équipe qui est en grève. C'est vrai que ça, je connais pas, mais ça doit être quelque chose où on s'habitue ou en tout cas, on fait avec, quoi. Oui, on fait avec dans la gestion de son stress. Ouais. Parce que finalement, à la fin, il n'y a pas mort d'homme, on va trouver des solutions. Bien sûr. Il faut juste garder la tête froide. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours agréable. Alors, si tu veux que je te donne une anecdote, on changeait un système d'information au niveau des équipes en Champagne-Ardenne. On l'avait fait 4 fois dans le groupe, côté Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Le truc était rodé. À la fois le logiciel, la façon de mener le projet, la façon d'embarquer les équipes. Franchement, sur le papier, j'avais eu l'habitude. Mes équipes étaient à fond. On l'avait fait en Belgique avant. Enfin, franchement, c'était un projet groupe. Et on était tous alliés. Enfin, voilà, on connaissait notre mission, on savait ce qu'il fallait faire. Et le jour où on l'a déployé en Champagne-Ardenne, donc qui était vraiment dans la roadmap, le énième déploiement qui aurait dû être un peu anecdotique, là, les collaborateurs ont décidé de ne pas du tout aimer cet outil et ils se sont mis, effectivement, ils ont posé alors comment ça... Il y a un terme exact qui me revient plus, mais en gros un appel à la grève. Le préavis de... Ouais. Enfin, c'était pas un préavis de grève, c'est un autre mot, mais en tout cas qui signifie que tant que cet outil sera en place, ils travailleront pas. Ok. Et là, ce jour-là, alors j'avais posé mon vendredi.
Quelle bonne idée. J'étais à Disneyland avec mes enfants et j'ai passé toutes les files de chaque attraction à essayer de trouver des solutions à distance avec pas d'ordinateur, rien, pour essayer de donner les bons arguments à la direction locale, pourquoi cet outil, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et ça, c'est ce que ça m'a appris, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'environnement culturel. Bien sûr. Et que déjà, il y a des traits culturels assez forts d'une région à une autre. C'est marrant, mais les gens du Nord ne sont pas du tout comme les gens de Picardie. Ouais, bien sûr. Ne sont pas du tout comme les Champenois. Et ce qui passe très bien à un endroit ne va pas passer à un autre. Et donc, ménager un peu les susceptibilités. Et là, quand on était en mode on déroule, il y avait une pression de la direction du groupe hyper forte pour que ça aille vite. Là, les signaux, tu les avais pas vus puisque ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. Donc, il n'y avait pas vraiment de signaux alarmants te disant que ça va potentiellement, il va peut-être y avoir un souci, quoi. Et là, on se retrouve et effectivement, j'avais sous-estimé le poids des syndicats dans cette entité-là. Et peut-être, on va dire, pas assez de connivence entre l'équipe projet et la direction locale. Donc ça, c'est encore une fois un bon retour d'expérience, j'ai envie de dire, pour la suite. Et en même temps, quand tu le vis, c'est pas cool, quoi. Surtout quand c'est une journée qu'on dédie à ses enfants et que finalement, on passe plus de temps au téléphone qu'à profiter. Ça, c'est aussi un... Oui, cette journée, je m'en souviens parfaitement. Bon. Et pour le coup... c'est difficile, je trouve, et là, je fais la parenthèse genrée du podcast, mais je suis contente. Là, ça fait plusieurs épisodes où je reçois des femmes, et au début, on a eu plus d'hommes, mais c'est pas qu'on voulait pas recevoir de femmes, c'est que ça s'est fait comme ça, peu importe. Et c'est vrai que obligatoirement, même si moi, je suis pas du tout dans un combat genré, il y a quand même ce quotidien qu'en tant que femme, on doit mener. T'as des responsabilités, en même temps t'es maman, en même temps t'es épouse, et ce jour-là tu décides de prendre une journée pour toi, en famille, ce qui est somme toute quand même un droit que t'as bien le droit, et ce jour-là t'as pas pu vraiment profiter de ta journée. Est-ce que c'est des journées où tu te dis c'est normal parce que j'ai un poste qui nécessite que quoi qu'il arrive de ma vie perso, je dois être là, ou après coup tu te dis j'ai fait ce que j'avais à faire, mais honnêtement c'est pas normal quand même ce que j'ai fait? Alors, je vois plusieurs angles dans ta question. Ouais, il y en a plusieurs, j'avoue que... Par rapport aux responsabilités que j'avais à l'époque, il était inconcevable pour moi de ne pas être joignable. Ouais. Donc, de toute façon, ce n'était pas un sujet. J'ai toujours été joignable le soir, le week-end. Quand il y avait des soucis comme ça, j'étais mobilisée. Et ça convenait dans mon équilibre familial. C'était OK. C'était OK. Ouais. Et en revanche, c'est quand j'ai compris qu'il y avait d'autres modèles qui existaient, où là, à posteriori, je me dis... On est d'accord. Mais non. En fait, c'est ça. Il n'y a aucune raison. Un moment, j'aurais dû, mais c'était cet épisode, il a 6 ou 7 ans, j'aurais dû dire, en fait, on en parle lundi, il ne va rien se passer là. On est vendredi. On est d'accord. Donc, il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite depuis. C'est-à-dire que quand tu étais dedans, c'était normal pour toi. Et effectivement, responsabilité, tout ce que tu veux, mais c'était OK, même dans ta vie perso. Mais il y a un moment où, en fait, tu t'es quand même rendu compte que là, peut-être que ça aurait pu se gérer finalement aussi autrement, quoi. Bah oui. Ouais. Et tu t'es mis une pression quand même. Je me suis mis une pression. Je travaillais dans un groupe avec des modèles quand même anciens. Et ça, j'en ai... Voilà, ça fait aussi partie des choses où je me suis dit, tiens, j'ai envie de travailler dans un environnement moins hostile à la gente féminine. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se seraient passées différemment si j'avais été un homme à ces responsabilités-là. OK. Ah oui, tu l'as ressenti. Ah oui, je l'ai ressenti, mais pendant toute ma carrière. Et donc ça, j'en avais vraiment conscience. Alors du coup, je redoublais d'efforts. Mais effectivement, à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, ça, c'est pas normal.
Et puis, mais d'ailleurs, comme ce serait pas normal qu'on ait demandé à un homme de faire ça. Oui, mais tu vois, en plus, en te posant la question, je me suis dit, mais finalement, ça marche aussi pour les hommes. Mais oui, en fait, finalement, ce truc de se dire tout est urgent dans une entreprise, dès qu'il y a un problème, on doit mobiliser la terre entière, je crois pas. Non, mais tout à fait. Et à un moment, c'est aussi le rôle de l'entreprise et de la direction générale, et donc de toutes les, et je m'inclus dedans, hein, de dire attention, on va garder la tête froide. Qu'est-ce qui est urgent de faire maintenant, qu'est-ce qui peut être reporté, et en fait c'est quand même le boulot de la direction de fixer des priorités et de donner le cap. Donc parfois on est persuadé en tant que directeur de dire non, c'est maintenant, je sais pas, de se donner cette espèce d'importance en mettant un caractère d'urgence à certaines choses qui ne sont pas tant que ça. Et ça, c'est aussi la phase Covid qui a fait relativiser en se disant finalement il se passe des choses dans le monde. Ça, c'est un truc particulier. D'ailleurs, si tu veux parler d'anecdote, la période Covid, si c'était à refaire, mais je ne referais rien de ce que j'ai fait comme je l'ai fait. Parce que après, j'ai compris effectivement qu'est-ce qui est important de ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, prioritaire. Et ça, c'est des choses que j'ai appris avec l'expérience. Pendant le Covid, dans la mesure où je dirigeais une entité qui devait faire du business, comment tu fais du chiffre d'affaires quand les magasins sont fermés, quand plus personne ne veut communiquer, mais que tous les mois, tu vas quand même devoir payer des salaires et faire en sorte que la boîte tourne. Et alors là, avec mon équipe, on a passé des journées, des nuits complètes à réfléchir à la meilleure innovation digitale pour continuer à faire du chiffre d'affaires. On s'est épuisé pour rien rentrer, en fait. Normal, puisque comme tu l'as dit, la solution... Enfin, je veux dire, c'était difficile de toute façon de trouver, puisque les gens eux-mêmes étaient à l'arrêt. Donc, tu aurais pu trouver la meilleure innovation à ce moment-là, que ça aurait été compliqué de toute façon. Alors, on a fait des choses top. Non, mais j'ai pas de doute. Ouais, j'ai pas de doute. En fait, mais c'est se dire, en fait, on courait derrière du vent, quoi. C'était, une période complètement déraisonnable par rapport à ce qui se passait dans le monde. Et je pense que ça aurait été plus simple si on nous avait dit, de toute façon, on va être confinés pendant 3 mois, ce qui a été le cas, plutôt que de nous le dire tous les 15 jours. Mais oui, mais bien sûr. Parce que du coup, on ne savait pas trop. On se disait, mais si dans 15 jours, les magasins réouvrent, qu'est-ce qu'on fait ? Et le Messie. Et au final, si on avait été tous en chômage partiel à Tournoplouse, je pense qu'on aurait mieux vécu. Oui, non, mais on est d'accord. Moi, c'était pareil. C'était la période n'importe quoi. Hyper stressante. Une charge mentale de malade. Et en même temps, tu voyais le décompte. Enfin, c'était... Ouais, moi, pareil. C'est pas du tout une bonne... Il y a des gens qui l'ont bien vécu. En tout cas, bien vécu, attention. Je mets tous les guillemets. Mais parce que, justement, ils ont eu un peu de temps pour souffler. Pour souffler et tout. Mais... moi, j'ai perdu 6 kilos. À courir partout, à gérer les enfants en même temps. Parce que ça aussi, si tu parlais du côté genré, ça restait quand même un sujet de femmes de faire les visios avec leurs enfants sur les genoux. Ouais, carrément. Moi, mes enfants, ils connaissaient tout le monde à la fin et tout le monde les connaissait. Ça a créé aussi une certaine... Oui, ils sont venus du coup à mon pot de départ. Ils étaient ravis de voir des gens en vrai. Ah oui, mais lui, je le connais. Finalement, oui, il y a une certaine humanité derrière tout ça, parce que même les grands DG avaient leurs enfants derrière. Donc, oui, ça a créé, mais c'est vrai que ça a permis aussi de recentrer un peu, je trouve, certains sujets, certaines priorités de vie derrière. Oui, exactement. Et donc, cette prise de recul. Alors, de temps en temps, je me dis, il ne faut pas que je l'ai trop non plus. Mais oui, voilà, de savoir bien fixer les priorités aux bons endroits dans une entreprise, c'est important. Pour conclure, parce que le temps passe, quel peut être ton envie de cette année, ton enjeu de cette année dans cette expérience ? Il est de rassurer et d'embarquer davantage mon équipe dans tous les changements qu'on a dessinés. Que pour eux, ça fasse corps. Parce qu'en fait, je suis arrivée et moi, je les ai un petit peu chahutés. Ils avaient finalement leur activité bien rodée et leur mission annuelle avec une temporalité de la mutuelle. Et j'arrive et je leur mets des projets dans tous les sens
Et je leur demande aussi de se déplacer un petit peu en termes d'implication dans l'entreprise et de prendre un rôle un peu plus large que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et donc cette année, j'ai envie qu'ils soient hyper à l'aise avec ça pour être les moteurs de ce changement. Voilà, donc que tout le monde trouve sa place et son équilibre dans ces changements. Bah écoute, je trouve que c'est un bel enjeu en tout cas et je te le souhaite déjà pour toi et pour toute l'équipe. Et puis merci d'avoir été là, ça a été un plaisir Bénédicte. Merci beaucoup Alexandra. Bonne journée. Bonne journée.